Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Nouveau test d'une voiture qu'on n'a pas encore essayé sur la chaîne. Tout d'abord, merci à vous pour votre fidélité. N'hésitez pas, pouce bleu, abonnez-vous, la cloche, ce que vous voulez. Ça mange pas de pain. Ça fait toujours plaisir. Donc là, aujourd'hui, on va essayer un véhicule qui vient d'être remplacé, la Peugeot 308, deuxième génération. Une version restylée. Dans sa version, l'une des versions les plus vendues, allure 110 chevaux, donc 110 chevaux essence, moteur PureTech, 3 cylindres, 1,2 litre. Voilà, des mécaniques qui font rêver. Et donc là, on est sur la nouvelle génération, la 308 phase 2, donc la restylée, avec le logo Peugeot intégré à la calandre. C'était la nouvelle signature. Avant, il était sur le capot. Le pare-choc est légèrement modifié. Voilà, c'est quelques détails esthétiques qui ont contribué en 2017 à faire de la 308 une phase 2. Donc celle-ci est de 2018, comme je l'ai dit, c'est une allure et c'est une 110 chevaux 1,2 litre PureTech. Donc on va essayer dans quelques minutes les prestations générales. La version allure, c'est le troisième niveau de finition sur les gammes normales. Celle-ci dispose des radars de stationnement avant, on peut le voir, hein, ils sont intégrés au pare-choc, les capteurs. On a les feux LED à l'avant et à l'arrière, on a les jantes 16 pouces avec une peinture métallisée sur les jantes. Les rétroviseurs sont peints, les pare-chocs aussi évidemment. On a droit aux vitres surteintées. Esthétiquement, pour moi, c'est la plus jolie des 308. Pas forcément la allure, hein, mais sur les 3 générations de 308 qu'ils ont faites, la première pour moi elle ressemblait à rien, elle ressemblait à un dauphin Galac, ce que vous voulez, c'était horrible comme voiture à mes yeux. La deuxième, c'était finalement celle que j'ai préférée parce qu'elle avait alors c'est vrai qu'elle avait un style très classique, très conventionnel. Ils avaient voulu faire un style à l'allemande, mais finalement au niveau du dessin, je trouve que c'était la mieux réalisée. La troisième là qui vient de sortir là en début 2022, la fin 2021, pour moi c'est une catastrophe esthétique. C'est une voiture, elle sort de Need for Speed, Fast and Furious, enfin n'importe quel jeu vidéo que vous voulez, mais pour moi c'est pas une bagnole. Voilà, c'est pas la folie. Moi, pour moi, celle-ci c'est la plus jolie esthétiquement. C'est une voiture qui m'a été confiée et proposée par mon partenaire Auto Saint-Marc, concessionnaire Citroën à Saint-Marc, donc dans le 77. Il peut également vendre des voitures ailleurs, hein, éventuellement. Donc c'est un concessionnaire et agent Citroën. Donc si vous avez besoin, n'hésitez pas à le contacter, que ce soit pour des offres commerciales, que ce soit pour de la carrosserie, de la mécanique, etc. Il y a des VN, il y a des VO. Contactez-le, envoyez un mail. Vous avez le lien dans la description, le téléphone, vous avez tout ce que vous voulez pour pouvoir le contacter. Voilà, c'était le petit instant promotionnel. On va retourner sur la voiture. À l'intérieur de cette 308, on peut voir deux matières sur le siège. Une partie en cuir, une partie en tissu. Une partie centrale en tissu également, mais avec un autre type de revêtement. Donc avec le siège, on va dire nouvelle génération de chez Peugeot. La folie de ces générations de Peugeot, c'est ce qui était sorti sur la 208 première du nom, c'était le petit volant. Et ce qu'ils appellent le système iCockpit, donc avec ses compteurs à l'envers. On va allumer le tableau de bord juste après pour se rendre compte. Mais ce qui était marquant surtout, c'était ce tout petit volant. Alors moi personnellement, en gros ce système de volant, c'est soit ça va pas. Moi personnellement, avec mon gabarit, ma position de conduite, ça va pas du tout. J'ai la moitié du compteur qui est effacé, ou alors il faudrait que je conduise, que je règle le siège au plus haut, et moi j'aime pas ça. Ma position de conduite préférentielle, je dirais, c'est d'avoir le siège assez bas. Et voilà ce que je vois, j'ai cette position là quand je conduis. Donc évidemment, si je règle le siège au plus haut, voilà, je vais avoir cette position là, mais je vais avoir le volant très bas, j'aime pas du tout. Voilà ce que ça va faire. Donc là, moi, comme je conduis comme ça, bah voilà, en gros ce que je vois moi au volant, c'est plutôt dommage. Et je peux pas le mettre comme ça, de toute façon on peut pas conduire. Donc après, celui qui conduit très bas mais qui fait 1m90, je pense qu'il va être comme ça, mais il va avoir le volant très bas. Donc enfin, c'est assez, pour moi c'est assez dommage, et c'est même rédhibitoire pour moi. Mais bon, je vais partir du principe parce que soit on aime, soit on n'aime pas. Après, la planche de bord est très moderne. Dans les griefs de cette planche de bord,
on pourrait lui reprocher, j'avais reproché la même chose moi avec le 3008, et c'est même pire sur le 3008 que sur cette 308, c'est que tout est piloté par la tablette centrale et que du coup on est obligé de passer par la tablette pour pouvoir régler les choses. Donc forcément on quitte la navigation, on quitte la route des yeux pour regarder la navigation, pour rentrer dans des options, des machins, des trucs, enfin bref, il y a une tonne de choses, ce qui est assez dommage, hein. Tout est à régler comme ça. Moi je suis pas très fan, je préfère quand il y a des boutons. Je dois être vieux, c'est peut-être ça, j'en sais rien. Mais en tout cas c'est le nouveau système, c'est le pari de Peugeot. A priori le pari de Peugeot fonctionne, puisque des Peugeot, bah voilà, hein, je monte le parking comme ça, les trois voitures qui sont ici, il y a une FY, une FA et une GB en plaque, c'est que ça se vend les Peugeot, et il y en a même une encore là-bas, voilà, il y en a partout. Donc c'est moi qui suis mauvais et les clients qui sont bons, donc chez Peugeot ils sont mieux. Après pour le reste du design du tableau de bord, bah, c'est tout à fait c'est dans l'atmosphère, je dirais, Peugeot de ce qu'ils ont l'habitude de faire. Moi ce que j'aime pas trop, c'est la partie basse de la boîte à gants. C'était sorti sur la DS5 première du nom à l'époque, au début des années 2010. C'est la première fois que j'avais vu ça là, cette planche de bord qui repart vers le bas comme ça là. Je trouvais ça très très moche. Je trouve que ça fait un creux, il y a un retour de tableau de bord comme ça, il y a un creux comme ça. J'avais pas trop aimé. 10 ans après, il s'avère que j'aime toujours pas. Je m'y suis pas habitué à l'œil, donc c'est que j'aime vraiment pas. Après, les parties hautes des plastiques sont plutôt moussées. Et donc le fameux cockpit de chez Peugeot, avec donc de gauche à droite la jauge à carburant, le compteur de vitesse, on peut le voir qui est inversé. Le 0 part à gauche et le 250 va à droite. Un petit écran central avec différentes informations qui peuvent apparaître avec la lecture des panneaux, etc. Enfin tout le délire des voitures modernes. Donc il fait ordinateur de bord. On peut voir que la consommation sur au moins 10 000 km ressort à 7,4 litres, ce qui est une consommation tout à fait raisonnable pour une voiture qui a fait de l'Île-de-France. Il faut le signaler, hein, pour un moteur essence qui a fait de l'Île-de-France, la consommation semble plus que correcte. Et pareil, compte-tour inversé, démarre à 0 sur la partie droite et va jusqu'à la zone rouge à gauche. Compte-tour inversé évidemment, et donc la température tout à droite. Donc ça c'est le fameux cockpit Peugeot. Quelques informations au volant, donc le système de source, quelques fonctions au tableau de bord pour changer les radios, etc. Comment dirais-je, le volume ici, le régulateur de vitesse derrière. Les phares, les essuie-glaces sont automatiques sur ces versions allure. Les 4 vitres sont électriques évidemment. Les rétroviseurs sont rabattables. Tous les équipements de sécurité sont présents. Lecture de panneaux, les airbags dans tous les sens, les aides au freinage, les contrôles de trajectoire, etc. sont d'office. On peut voir également l'alerte de franchissement de ligne. Alors ça c'est typiquement des équipements moi qui ne m'intéressent pas. Le frein à main est automatique sur ces versions allure. Sur les versions actives inférieures, elles ne le sont pas. On a la poignée traditionnelle, ce qui nous dégage un petit rangement et un accoudoir ici. Le bouton start-stop de démarrage et la boîte 6 vitesses. Oui, parce que les 110 chevaux ont eu droit à une boîte 6 vitesses avant 2018 ou avant 2017, je ne sais plus. Elles avaient une boîte 5. Et on va voir si la boîte 6 apporte beaucoup d'agréments ou pas. Pour la partie arrière, une fois qu'on a ouvert la porte de cette 308, porte qui est au demeurant beaucoup plus agréable qu'avant, je trouve qu'il y a un gros progrès sur l'étanchéité. La fermeture de la porte est bien meilleure. Voilà, en termes de bruit, je trouve qu'il y a une augmentation de la qualité de ce côté-là. Par contre, la place me semble assez restreinte à l'arrière. Évidemment, c'est une 5 places, 5 appuis-têtes, enfin 3 appuis-têtes à l'arrière, 3 ceintures de sécurité. Mais la place me semble assez serrée sur cette voiture. Donc le siège est réglé pour mon gabarit, comme d'habitude. On va mesurer la largeur au coude comme d'habitude. 131,4 et la longueur disponible 57. Autant dire que c'est pas fameux. C'est une voiture qui fait 4,25 m de long, donc c'est une dimension plutôt conséquente. Alors malheureusement en fait là où sont pénalisées les voitures très modernes, je dirais, alors non seulement le design mange beaucoup parce qu'elles sont aussi très larges, hein, les voitures aujourd'hui par rapport à avant, les rétroviseurs sont plus gros également pour des raisons de sécurité et pour des raisons de design, et également pour des raisons
de choc piéton. On perd énormément de centimètres sur ces parties-là. À l'avant. À l'arrière, pardon. Et à l'avant. Vous voyez, tout ça, là, toute cette partie-là, on la perd. Et tout ça, tout ce que vous regardez comme ça, c'est de la longueur en plus et de la place en moins. Plutôt dommage. Et dans le coffre, la sensation de grandeur dans le coffre est plutôt correcte. On a 63,2 en longueur et on a 1,02 en largeur. L'impression visuelle est peut-être un peu supérieure à la réalité. En tout état de cause, moi je trouve que l'habitabilité est très moyenne sur la partie arrière. Le coffre est plutôt correct. Je dirais que je vais enlever le sac, on va s'y mettre. Mais grosso modo, voilà, je fais 1m76 devant, 1m76 derrière. Donc j'ai pas le genou qui touche. Si je me mets comme ça, je suis plutôt correct. Mais on va plutôt être à 4 adultes dans la voiture. À 5, forcément, je vais être comme ça. Donc j'ai pas mes genoux qui touchent le siège, mais c'est limite. En dessous, les pieds peuvent se placer. Le tunnel de transmission est très légèrement surélevé à l'arrière, ici. Donc forcément, le passager arrière, il aura les jambes écartées. Et quand je ferme la porte, c'est plutôt correct, même en garde au toit. De ce côté-là, c'est plutôt bien. La banquette me paraît assez correcte, assez confortable. Pour pouvoir, je pense que je peux faire quelques centaines de kilomètres sans trop de soucis à l'arrière de cette voiture. Donc la vitre électrique à l'arrière, hein. La vitre surteintée fait un petit peu son job. J'ai moins de soleil dans les yeux, donc c'est plutôt agréable aussi de ce côté-là. Évidemment, la fiabilité est catastrophique de ce moteur PureTech 110. C'est loin d'être une référence, mais on va laisser essayer le moteur sur route pour se rendre compte de son agrément. Associé donc à la boîte 6 vitesses manuelle, on peut l'avoir en boîte automatique également. Et il faut savoir que les anciens 110 PureTech étaient associés à une boîte 5, donc le comportement moteur risque d'être légèrement amélioré sur cette boîte 6, mais on va s'en rendre compte tout de suite en essayant la voiture. Donc nous voici au volant de la 308 PureTech 110, finition allure année 2018. Donc ce que je disais tout à l'heure, c'est que la première impression, la première chose qui nous vient à l'esprit avec cette voiture, ce qui saute aux yeux, c'est le petit volant, le fameux compteur de vitesse à usage handicapé, je dirais, puisque pour moi il est coupé en deux. Pour d'autres, encore une fois, ça plaît. Après, pour le reste, la visibilité est plutôt correcte sur cette voiture. Du moins, il n'y a rien qui choque. On est sur une voiture moderne, donc les montants de pare-brise sont assez gros. Le tableau de bord est assez profond. Donc, il est là pour gommer les sensations de vitesse. Le moteur 130 chevaux, comme vous l'avez entendu tout à l'heure, il procure un bruit qui veut rien dire, voilà. Mais il a l'avantage d'être plutôt très silencieux à l'intérieur. Exemple de vibration, avec la fenêtre fermée, je l'entends pas, et c'est plutôt une qualité vu qu'il fait un sale bruit, on veut pas l'entendre. Donc ça c'est sûr. Après, quand on est en phase d'accélération comme ici, on l'entend très très légèrement, mais vraiment c'est chipoté. Après, le bruit est pas très agréable. Mais ce qui est surtout important avec les moteurs 3 cylindres, parce que c'est l'un de leurs défauts principaux, c'est la vibration. Et là, ce moteur-là, il a une absence de vibration qui est plutôt agréable. Et également, de la même façon, les performances sont plutôt étonnantes à bas régime comme ça, en utilisation basique en ville. L'apport du turbo est plutôt bonne. L'intégration est plutôt bonne, ça marche dès les premiers tours de roue. Il n'y a pas de sensation d'avoir une voiture à sous-cylindrée
comme certaines pourraient l'être, avec des 1 litre ou des 1 litre 2. C'est la majorité des voitures qui sont comme ça maintenant, avec des tout petits moteurs comme ça. Là, on n'a pas vraiment cette sensation-là, donc c'est plutôt une bonne sensation, la première approche. On va, comme d'habitude, tenter l'accélération. Et elle n'est pas déconnante. La sensation d'accélération est dans la moyenne de ce que je vois en 110 chevaux. Rien d'exceptionnel, mais rien de désagréable encore une fois. Donc bon, c'est plutôt très encourageant. Finalement, la seule chose qui est assez dommage entre guillemets, c'est que le châssis est tellement performant sur cette voiture, tellement agréable, puisque là j'enchaîne ma courbe à 70, la voiture vire quasiment à plat, ce qui est rarement le cas sur mes autres essais habituels. On en veut plus, évidemment. On voudrait de la cylindrée, du gros turbo ou plusieurs cylindres supplémentaires par rapport à ce qui est fourni sur cette voiture. Malheureusement, c'est pas le cas. Aujourd'hui, la vie nous amène à avoir des mécaniques à petite cylindrée et turbo pour des raisons écologiques et économiques. Le châssis demande beaucoup plus que ce qu'elle nous offre là en 110 chevaux. Le niveau sonore est excellent également, donc c'est encore un nouveau très bon point pour cette voiture. Là on est à 90, alors régime est peut-être un peu bas, ce qui fait que là en côte à 80-90 la voiture vibre un petit peu quand on est en 6e. Donc là il faut presque repasser à la 5e, mais on va consommer plus, ce qui est un petit peu dommage. Sur le plat on le sent pas trop, mais en côte à 90 on va le sentir un petit peu. Mais là je chipote, c'est vraiment des petits détails comme ça. Quand on cherche vraiment quelque chose de parfait, il y a ces 2-3 petits détails qui auraient pu être améliorés. Et lui, il a besoin de 2 voies pour rouler avec une Mini. Donc voilà, en dessous de 2000 tours, comme je suis là en 6e à 90 en côte, quelques vibrations laissent apparaître, on est un peu en sous-régime. Par contre, les bruits de vent, etc., les bruits de roulement, tout est très bien maîtrisé, c'est plutôt pas mal. Là, on est plutôt bien. Le siège, j'en ai pas parlé. Je suis pas très fan. Moi personnellement, je le trouve un petit peu court. Le baquet est également un peu étroit, j'ai l'impression. Alors j'ai moins la sensation que dans le 3008 que j'avais essayé il y a quelques temps, il y a 2 ans je crois maintenant. Peut-être que le siège est très légèrement différent au niveau des options, etc. Mais quand même, c'est pas le top. J'aurais préféré un siège un petit peu plus long sur la longueur. Mais bon, c'est pas non plus c'est pas désagréable. Et par contre, il est ferme. Quand on essayait les anciennes 307, même les anciennes 308, le siège était un peu plus mou que ce siège de 308 en 2e série. Globalement, c'est très réussi du point de vue. De toute façon, c'est la référence de la catégorie en termes de châssis. Après, certains vont trouver ça un peu ferme au goût de certains. Mais dans ces cas-là, il va falloir s'orienter sur du Citroën si vous voulez un peu plus de souplesse. Le Peugeot va faire un peu plus dynamique, absence de roulis. Il y a même quelque chose qui est assez surprenant à l'approche, à la première utilisation, c'est que le volant il va être hyper réactif. Et quand on n'a pas l'habitude, sur le coup ça surprend un petit peu. C'est pour donner le niveau de dynamisme de la voiture par rapport aux autres marques. Peugeot ils sont très forts là-dessus. Après c'est un peu ferme, siège un peu ferme, tenue de route un peu ferme, et ce le sera encore plus évidemment avec les éventuelles options supplémentaires que vous prendrez si vous en prenez. Après pour le reste, en termes de confort de conduite, j'ai pas spécialement de gêne au niveau du tunnel central. Je l'ai dit plein de fois, mais il y a certaines voitures qui me gênent au niveau du tunnel central. Ça me fait mal aux genoux, pour moi c'est rédhibitoire en termes de confort de conduite. Là celle-ci me le fait pas, donc c'est bien. Le passager avant, la boîte à gants est moche parce qu'elle rentre comme ça, mais ça a l'avantage de dégager beaucoup de place pour le passager avant qui ne se sentira pas à l'étroit comme d'autres voitures. Par exemple la Clio 5 que j'avais essayé,
Le 3008 aussi, deuxième génération que moi j'avais essayé. J'avais vraiment cette sensation d'oppression dans cette voiture. Je l'ai nettement moins avec cette 308. Pourtant, il y a beaucoup de choses en commun entre les deux, mais je l'ai moins. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais je me sens moins oppressé. Alors, on reste sur un habitacle assez moderne, mais finalement, j'ai pas la sensation d'être pressé comme dans la Clio 5 que j'ai essayé il y a quelques temps. C'est un petit peu mieux de ce côté-là. La voiture est plus grande, etc. Mais là, j'ai l'impression, et c'est une qualité, d'être un peu dans ma BMW 46, dans l'orientation du tableau de bord et tout. C'est beaucoup moins joli, hein, attention, je ne change pas la E46 contre une 308 deuxième génération. Mais j'ai cette sensation un peu d'habitacle tourné vers moi, mais sans que ce soit trop. Donc ça me fait penser aux anciennes BM. Ça, c'est pas mal. Ça vaut pas le reste avec le compteur, machin, tout ça. Tout ça, ça vaut pas le coup. C'est nul. Rétrovision arrière, elle est bonne. Les rétros sont gros, mais ça, c'est le lot de toutes les voitures modernes. Donc ça, c'est bon de ce côté-là. Donc le moteur est plutôt agréable. La boîte de vitesse est plutôt agréable en 6 vitesses, je trouve. Les verrouillages sont peut-être un peu fermes. Mais bon, on chipote là en disant ça. La tenue de route est excellente, la consommation est très modérée, le confort à l'avant est très correct. À l'arrière, il n'y a pas énormément de place. On va dire que pour 4 personnes, ça va. Là où il y a une deuxième chose qui m'empêcherait moi d'acheter cette voiture, c'est la fiabilité mécanique. Évidemment, un litre de PureTech 110, un litre de PureTech 130, c'est très compliqué. Des problématiques de courroie, des problématiques d'admission qui font des casses moteurs en nombre. Donc évidemment, un entretien qui va être extrêmement coûteux sur cette voiture. C'est dommage, ce qu'on gagne sur la consommation, on va le perdre sur le budget d'utilisation des réparations. Donc c'est très dommage sur cette voiture. Après, pour le reste, il n'y a pas de... Finalement, il n'y a pas de défaut majeur à cette voiture, si ce n'est le compteur. Soit on aime, soit on déteste. Moi, je n'aime pas. Mais si on n'a pas de dérangement vis-à-vis de ce compteur et qu'on accepte la fiabilité, c'est un très bon modèle, la 308. Aucun problème. C'est nettement mieux que la 308 première génération. Je n'ai pas du tout aimé cette voiture. La 308-2 est nettement meilleure, mais ça reste une voiture tout à fait neutre avec un châssis intéressant. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter pour avoir accès aux dernières nouveautés à chaque fois en termes de vidéos. Merci encore pour votre fidélité. À bientôt sur la chaîne Le Garage PTS.